de janvier, donc un visa pour l'éternité. Alors je ne sais pas comment aborder cette thématique. En tout cas, un visa pour l'éternité. Je voudrais bien savoir comment vous pourriez la traiter vous aussi, simplement avec juste ces quelques mots, un visa pour l'éternité, et comment, et ça veut dire quoi exactement, et ça réfère à quoi, et comment on peut l'installer, comment on peut l'entreprendre par le biais de la parole. Il n'y a rien qui vient ou qui, comme ça, de rien. Certaines idées, puisque le problème est toujours, il faut un titre. Il faut... et donc ce titre, quelquefois, n'est pas très juste. Mais on doit s'en satisfaire, on doit faire avec. Alors, visa pour l'éternité, c'est un peu, je sais pas, un peu antinomique. Un visa, c'est à durée déterminée, c'est un passage, et puis après, et je sais pas, généralement, un visa, on va visiter, puis on revient. Donc, un visa pour l'éternité, c'est pour un court séjour. Donc, je vais voir ce que c'est que l'éternité. Alors que mon idée à moi, c'était un accès permanent à l'éternité. Parce qu'il y a un visa, bien sûr, un visa pour l'image, donc c'est exactement... Ça vient de là, mais ça vient aussi de l'idée que, peut-être parce que j'ai écouté un petit récit dans lequel quelqu'un parle de papier d'identité, etc. Donc, visa égale étranger. Et puis après, j'ai vu une vidéo d'une grand-mère, d'une personne de 90 ans, et j'imagine que cette personne n'est plus là, et l'image l'a immortalisée en train de vaquer à diverses occupations, et j'imagine que ouais, elle était encore bien jusqu'à un certain point, jusqu'à quand le cinéaste, le filmeur l'a filmé. Mais après, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Évidemment, c'était en noir et blanc, donc elle est morte depuis longtemps, certainement. Alors tout cela est du domaine un peu du souvenir, hein. C'est le domaine presque du virtuel. Cette personne n'existe plus dans la réalité, elle existe sur bande. Voici l'éternité, ça ressemble à une sorte d'hypothétique. Enfin, c'est dans une certaine hypothèse, dans un certain univers, dans une certaine vision du monde, elle continue d'exister, puisqu'elle continue de parler, elle continue de se mouvoir, elle continue de faire des choses et d'autres, et on peut la suivre et quelque part être d'accord avec elle. Et voilà, donc, parce qu'elle fait des choses qui sont encore identifiables par nous, que nous pourrions faire nous-mêmes. Si elle ramasse des fruits, c'est une chose que nous pourrions avoir envie de faire aussi. Si elle tricote, bon, elle tricote, moi je ne sais pas tricoter, mais j'aurais bien aimé. Mais, et puis si elle joue aux cartes, moi je ne sais pas jouer aux cartes, j'aurais bien aimé. Et puis etc. etc. Donc, et puis elle a dit une phrase sublime, traitée maintenant, reconsidérée maintenant, elle apparaît très juste et prémonitoire. Donc elle a fait une chute, elle est allée voir le roboteux. Pourquoi le roboteux et pourquoi pas le médecin? Parce que les médecins, les médicaments, ça vous fait plus de mal que de bien. Et on est en plein dedans. Alors le bénéfice risque, voilà le calcul. Aujourd'hui, on se rend compte, voilà, il y a des médicaments qui ont été prescrits à des millions de gens. Et ben, finalement, on revient dessus. Pas de bénéfice thérapeutique, c'est nul, c'est plus dangereux qu'autre chose. Et puis il y a des tas
de précautions d'usage et des avertissements, et ça pourrait vous faire ceci et cela et cela. Alors qu'un roboteux, même si peut-être que ça il ne vous fait pas du bien, mais peut-être qu'il n'aggrave pas votre mal. Alors voilà donc une chose. Alors l'éternité, c'est quoi? Justement, l'éternité est un jour. Il y a toujours quelque chose, l'éternité plus un jour. Il y a l'éternité, on pourrait toujours oui, ça pourrait toujours être des choses assez fixes, assez immobiles. Alors, l'éternité d'un sentiment. Je suis éternellement amoureux de quelque chose et passionné par quelque chose. Et je veux que cela dure, et d'une certaine façon, on peut l'expliquer parce que je suis pris dans une illusion et je ne veux pas me désillusionner. Je veux rester... moi, l'illusion me nourrit mieux et plus que la vérité, que l'évidence. L'évidence voudrait que mon cas ou mon dessin est totalement abscon, mais je continue de nourrir cette envie. Pas aussi, c'est juste une histoire de mots. Donc, il faut pas croire les mots. On dit des choses parce qu'il faut dire des choses, il faut bien remplir. Donc, il y a des choses qu'on dit sans éprouver. Voilà que je suis dans la duplicité, donc peut-être la triplicité, j'en sais rien. Je fais des effets. Alors, donc, invisible pour l'éternité, oui, ça a besoin d'effets. Ça a besoin d'effets de style, d'effets de langage, d'effets de mots. C'est visible pour l'éternité. Ouais, comme... ouais, je vais faire un tour, tiens. Moi, j'aimerais bien atteindre l'âge de Noé juste pour voir ce que ça fait d'avoir 800 ans. Évidemment, je sais que c'est juste une fable, mais j'aime les fables. Voilà, encore une fois, j'aime les fables. J'aime les fables qui ne font pas de mal. Oui, ben, il a vécu 800 ans. On serait en droit d'espérer, non pas 800, mais 150, 200. Je récupère la phrase de quelqu'un, à l'époque j'étais minot, je n'étais pas fini. Moi j'estime à 60 ans que je ne suis pas fini, que je suis encore un minot, que je suis encore un petit, que j'apprends, que j'ai besoin encore de temps. Peut-être que j'ai besoin de 100 ans pour commencer à apprendre, et il y a plein de choses, je ne sais pas les identifier, je ne sais pas quoi faire avec, et je vais mourir totalement ignorant, totalement incompétent. J'aimerais bien acquérir une petite compétence dans quelque chose, et pourquoi pas la transmettre. Ben, pour l'instant, je ne sais rien faire à 60 ans, voyez-vous, comme quoi c'est tout relatif. Alors j'ai besoin peut-être d'encore 60 ans, au plus, si je dois un peu comprendre de quoi je parle. Si je parle de physique des astres, et si je commence à développer une approche, il est possible que je sois dans l'incohérence, dans la contradiction, dans l'à peu près le plus total. Et j'aimerais être un peu moins dans l'à peu près. Et un peu plus peut-être dans, je ne sais pas, quoique avec les astres, on va toujours rester dans l'à peu près. C'est comme ça. Une théorie, ça reste une théorie. Après, elle peut être démise par une autre théorie, et donc jusqu'à la fin des temps. Comme il faudrait parler des sciences dures, comme cette histoire en tout cas au niveau de la physique, l'histoire de compréhension du monde. Il y a énormément de choses qui viennent interférer, enfin qui viennent participer à la formation de nous,
de notre perception. Mais comme on est étroitement lié à l'environnement, à côté, il y a d'autres environnements. Et dans ces environnements, il y a d'autres gens qui, eux, élaborent peut-être un rapport différent à la réalité, juste un peu différent. Et il suffit juste d'écouter quelqu'un ou de demander à quelqu'un de répondre comment il pense, comment il analyse une chose. Et il va voir qu'il va le faire différemment. Et il est possible qu'il apporte un supplément d'éclairage ou d'éclairement que moi je n'aurais jamais pu posséder. Je n'aurais pas jamais pu présenter. Voilà une différence structurelle, une différence inaltérable entre moi et un autre. Moi, je vois les choses et j'ai pris comme une manière. C'est comme si j'étais un peu, comment dire, comme si j'avais été tordu, et comme si j'avais été, comme si on m'avait forgé de telle manière que j'ai cette forme, et voilà, et pas une autre. Cette forme, je l'aurai pendant une éternité, jusqu'à ce que je parte en poussière, jusqu'à ce que je m'oxyde, réoxyde, etc. Voilà, donc, et c'est ma manière à moi. C'est pas la manière d'un autre, c'est ma manière à moi. Je dois faire avec. Je dois m'y résigner. Donc l'éternité, pour moi, ouais, c'est quelque part un geste suspendu, ou un sentiment suspendu, ou une vision suspendue. Ce n'est pas très dynamique. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on sait qu'on n'a pas l'éternité, et pourtant, on agit comme si on avait l'éternité. Il y a une sorte d'impossibilité foncière dans le rapport que nous avons au temps. Nous ne pouvons pas faire en sorte de toujours être dans la dynamique et dans la recherche et dans la production et dans alors que j'ai à vivre 60 ans, ces 60 ans, bien sûr, apprendre, ça prend longtemps. Par exemple, si on devait un peu d'abord prendre connaissance de tout ce qui a été écrit sur un sujet, il nous faudrait beaucoup de temps. Alors, comment un peu faire tenir tout cela? Le besoin d'abord d'apprendre pour après produire. Voilà, le temps de l'apprentissage est trop long, il y a trop de choses. Moi, je reviens toujours sur Kant, la critique de la raison pure, c'est pour moi un horizon inabordable. Quelque part, on peut être effrayé rien que par la grosseur de l'ouvrage. Après, quand il s'agit de rentrer dedans, je n'en sais rien. Mais moi, je ne suis pas Kant. Kant, à son époque, il avait peut-être les philosophes grecs, il avait peut-être Montaigne, il avait quelques philosophes français et autres, mais depuis Kant, il y a eu d'autres personnes qui ont réfléchi, qui ont laissé des traces. Alors, je dois, depuis l'Antiquité la plus éloignée, jusqu'à la veille, jusqu'à hier, c'est pas possible. Matériellement parlant, c'est totalement impossible. Alors, on va revenir vers les ouvrages fondamentaux, on va faire une sélection. Et voilà, une sélection. Alors, intervient le mécanisme de l'intuition. On va dire l'intuition dans toutes les affaires. Je fonctionne avec mon intuition. Moi qui ai été nourri à la littérature d'anticipation, la plupart de mes intuitions, je pense qu'elles sont en relation avec cette littérature-là et je ne peux pas m'en défaire. Mais malgré tout, donc évidemment, grâce à cette littérature, j'ai eu accès à tout un pan
des sciences dures et aussi aux sciences de la spéculation, etc. Donc finalement, j'ai été nourri, mais pas de la façon classique, par beaucoup de choses qui ont été produites. Donc je viens pas, quand je parle, c'est pas uniquement ma propre production, c'est parce que je copie, parce que je réutilise, parce que je remploie. Et voilà, donc finalement, la chose est comme ça. Alors l'éternité, ça me laisse songeur, l'éternité, ça me laisse, oui, il y a bien comme plein d'autres choses, mais qu'est-ce que je peux dire sur l'éternité? Qu'est-ce que j'ai à dire de bien particulier? La littérature. Simplement, j'ai envie de placer ça. J'ai une relation avec un chiffre, et ce chiffre, j'étais obligé comment dire, par un malheureux concours de circonstances, je suis obligé de lui donner une place à part. Donc quand je peux ne pas les citer, ne pas l'écrire, je suis soulagé. Et je dis pas le chiffre, je dis 20 moins quelque chose. Et pour moi, quand j'entends quelqu'un qui mort avant-hier, voilà, il avait cet âge, pour moi c'est l'âge de la mort. Voilà, c'est simplement l'âge de la mort. Il y a comme ça il y a eu, on disait, oui, les enfants de bas âge qui mouraient devenaient des anges. Parce qu'ils étaient évidemment encore à l'âge de l'innocence. Quoique, mais à une certaine époque, les enfants étaient innocents. Aujourd'hui, depuis Freud, alors là, plaisir anal et tutti quanti. Donc, la phase anale plutôt, c'est pas spécialement. Si on considère la sexualité comme quelque chose d'un peu... bah déjà, on est dans le monde. On est dans le monde du désir, on est dans le monde du plaisir. Ouais. Donc l'innocence, voilà. Donc un ange, par définition, ça n'a pas de sexe. Et donc c'est un ange, on dit, bon, c'est comme ça. Donc, c'était des êtres d'avant puberté. Mais quand on a quelqu'un qui a 20 ans moins 1, alors dans quelle catégorie le placer? Bien sûr qu'il est encore tout genou. Il n'a pas encore eu l'occasion de faire du mal concrètement. Il a peut-être un peu fait donné quelques soucis à son entourage. Mais là, il est quoi? Même pas 20 ans. C'est tout l'éternité pour lui s'est arrêtée. Il n'y a plus d'éternité, il n'y a plus. Voilà, donc quand on est jeune et quand on commence à avancer, on a l'impression qu'on a le temps devant soi. Il n'y a pas cette impression d'urgence. Maintenant, à un certain âge, l'idée d'urgence, quoique c'est une urgence très tempérée. Là, c'est toute la contradiction et le côté paradoxal, et le côté incompréhensible de cette sensation. Je suis talonné par le temps, et je suis pressé par le temps, en même temps, je prends le temps. Je prends le temps d'aller lentement. Je suis atteint par une lentéorite aiguë. Voilà. Quand je me déplace, c'est lentement. Quand je pense, c'est lentement. Quand je me projette quelque part, c'est vraiment avec une lenteur pas possible. C'est l'éloge de la lenteur, du slow. Voilà, quelque part, voilà, de simplement être. Mais en même temps, je sens, j'ai peur. En même temps, je dois faire quelque chose. Alors, je sais pas, pour finir ce que j'ai entrepris. Il me semble que je n'ai pas encore eu l'occasion de dire mon mot, l'occasion de me faire entendre, l'occasion de produire quelque chose d'intéressant,
ou quelque chose qui va me donner une place parmi les autres, parmi ceux qui ont produit. Comment? Donc l'éternité, le visa pour l'éternité, c'est un pur produit du langage, et c'est un pur produit de la futilité. Quand on a le temps, on a le temps, en même temps on est on est impuissant à sortir, j'allais dire un bon mot, à élaborer quelque chose. Et on a envie de produire quelque chose. Ah, évidemment, c'est dans le domaine de l'écrit, et ça doit passer par l'oral, c'est pas grave, mais de toute façon, ça doit finir par l'écrit. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit un peu quel style, quelle histoire raconter, quelle singularité, de quelle singularité pourrais-je me prévaloir? Rien. Et quand je dis une chose, ça a l'air totalement quelconque. Mes phrases ressemblent aux phrases qui pourraient surgir de la bouche de n'importe qui. J'ai pas de truc. Ah, évidemment, je pourrais aller dans la provocation. Encore cette provocation qui était ma façon de faire. J'allais au combat, et d'abord par la provocation. Je combattais contre mes semblables en les provoquant dans leur certitude et dans finalement dans leurs fondamentaux. Aujourd'hui, je pourrais faire la même chose, aller à la provocation, oui, je pourrais faire dans le sensationnel, voilà, mais dans le créatif pur, quoique le créatif pur, là aussi c'est juste une sorte de théorie, une sorte de vœu pieux. Il n'y a pas de créatif pur. Si je prends un personnage, si je commence à le faire aller et venir, si je commence à le faire vivre, ce personnage, il ressemblera à quelqu'un que j'ai connu, ou quelqu'un dont j'ai entendu parler, ou quelqu'un que j'ai vu à faire des choses. Ça pourrait être issu de mon réel à moi, ou alors du réel d'autres personnes. Alors, la personne, même quand je parle de Dieu, évidemment, je parle de Dieu de la façon que j'ai récupérée ici ou là. Il y a des gens qui se sont adressés à Dieu dans la littérature. Ils ont établi un dialogue, une sorte de rapport direct à Dieu. Ils se sont adressés à Dieu directement, sans passer par un quelconque intermédiaire. Voilà, pourrait faire le procès de Dieu, mais j'imagine le procès de Dieu a déjà été fait. Nietzsche est passé par là, et d'autres. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Simplement, oui, l'éternité. Voilà, l'éternité, cette chose qui semble se répéter très souvent, et un peu trop souvent. Voilà. Donc, oui, l'éternité, ce serait de courir derrière quelque chose qu'on a eu, ou qu'on a l'impression d'avoir eu. Je ne sais pas, j'ai goûté quelque chose, elle était parfaite, ou il y a eu un moment qui était parfait. Parmi tous les moments, il y en a eu un qui a été parfait. Et je ne sais pas, aujourd'hui, avec la magie de l'enregistrement, on pourrait revivre un moment, mais on n'est pas encore au stade où on enregistre tout. À ce moment-là, dans cette hypothèse-là, on pourrait finalement revivre un événement. Mais le problème, c'est pas tant dans le fait de le revivre que dans le fait de ne pas pouvoir le revivre. C'est ça qui lui donne une valeur supplémentaire. Comme quelqu'un qu'on a perdu, et ce quelqu'un qu'on a perdu, ben finalement, si on l'avait encore à côté,
ça ne nous ferait rien. C'est juste parce qu'on l'a perdu qu'on ne peut plus, à ce moment-là, il devient très intéressant, il devient une sorte d'horizon, horizon ultime, des désirs et des attentes. J'attends que mon amour me revienne. Mais s'il était resté à mes côtés depuis le début, peut-être que je m'en serais lassé. Alors voilà, la question est, il y a un moment qui me fait réagir plus qu'un autre. Et ce moment, je pourrais dire que c'est un moment éternellement beau, éternellement brillant, éternellement lumineux, éternellement parfait. Parce que, mais parfait que de mon point de vue à moi. Déjà, ce moment, il avait ses côtés un peu pas très intéressants. Et ce moment, il préparait peut-être autre chose. Si on devait, par exemple, garder fidélité à quelqu'un, parce qu'il aura agi d'une certaine façon un jour, il aura fait preuve d'un comportement exemplaire ou extraordinaire, mais souvent on oublie. La personne, on la juge peut-être sur les derniers mots qu'elle a tenus, ou c'est le dernier comportement qu'elle a pu produire. Et en fait, si on doit, comment dire, on doit choisir l'état dans lequel une personne ou un événement, enfin une vie, etc., a été la plus réussie, la plus parlante, je sais pas, la plus belle simplement, et puis on ne penserait pas au reste. Voilà, je veux garder une belle image de cette personne, et le reste, je m'en fiche. C'est vrai, comme ça, je me lance dans une sorte de propos dithyrambique et je ne cesse de faire l'éloge de quelqu'un, alors que, voilà, c'est une sorte de compromis que j'ai avec moi-même. Je sais que ça ne tient pas, mais j'ai besoin de le faire tenir parce que ça m'arrange. Donc, je ne sais pas ce que je dis. J'ai perdu le fil depuis un moment déjà, peut-être. Mais en tout cas, donc, voilà, je retrouve un peu le fil. En fait, on a un souvenir parfait avec des gens. Seulement, ce souvenir, on ne l'utilise pas pour fonder quelque chose. À partir de ça, je vais vraiment te garder, te réserver une place, une place, tu verras, je vais vraiment, je vais jamais t'oublier. Je vais jamais prendre mes distances. Et parce que tu m'as procuré ça, et tout le reste, tout ce qui peut venir, ce plaisir est tellement énorme et tellement extraordinaire que ça vaut tous les efforts que je pourrais faire par la suite pour te récompenser. C'est grâce à toi que j'ai pu avoir accès à ce moment d'éternité. Et le reste ne m'intéresse pas. Et je te jure fidélité par ce biais-là. Et on est, voilà, éternellement, on voudrait toujours, à un moment donné, devenir finalement comme une sorte de réalisation ultime. Alors voilà, donc quand je disais, je suis encore pas fini, voilà, il y a un travail qui a été entamé il y a quelque temps, il y a longtemps, ce travail de modelage, ce travail de transformation et j'allais dire même de domestication de soi. Et peu à peu on arrive, il y a un outil, il faut d'abord passer par la phase de dégrossissage et puis commencer à façonner, à affiner. Après, à partir d'une masse informe,
de métal ou autre, on arrive à quelque chose de très beau, d'utile, de fonctionnel, quoique une épée c'est pas utile, mais fonctionnel, et on peut arriver vraiment, et, et ça va être, ça va finalement couronner tous les efforts. Les efforts qui ont été fournis pour ce résultat vont être oubliés. C'est bon, devant la réalisation, devant cet aboutissement, on ne peut que rester en admiration. On aimerait, finalement, à partir d'un certain âge, ne produire que un certain type d'assertion et de propos vraiment très, très, très juste, et très adéquat, et parfait, équilibré dans leur prise en compte de toutes les dimensions ou toutes les d'un fait ou d'un événement ou d'un phénomène, tout est pris en compte, et c'est voilà juste finalement l'équilibre qui est un équilibre basé sur finalement un extraordinaire travail d'arrangement et de superposition, etc. Oui, donnez-moi l'éternité. J'ai besoin de l'éternité pour finalement m'affiner, pour perdre un peu de tout ce qui m'alourdit encore, tout ce qui me gêne, toutes ces choses. Alors, à un moment, il y avait donc évidemment, on pourrait dire, je voudrais devenir un pur cerveau. Seulement, et c'est vrai qu'on l'est un peu déjà. Quelqu'un qui vit dans la solitude et qui ne contacte plus le genre humain, finalement, il vit sur ses souvenirs. Après, le seul contact que j'ai encore avec le monde, c'est de voir le ciel quand j'ouvre les fenêtres et de voir un peu les moineaux, les quelques moineaux, les rares moineaux qui viennent maintenant. C'est vrai que ça me fait... il y a quelqu'un qui me rend visite. Alors ce quelqu'un n'est pas de mon espèce, c'est dommage pour moi, mais il me rend visite. Mais je ne suis plus tellement stimulé par des choses réelles. Donc je pourrais vivre. Alors à un moment donné, on a pensé que obligatoirement un cerveau privé de son support du corps finirait par perdre la raison. C'est pas si simple que cela. En tout cas, on est un cerveau et on est aussi un corps. Et le fait de parler, ça passe évidemment, ça passe par le cerveau, mais peut-être que ça passe aussi par autre chose à côté. Qui sait, ça reste ouvert, il ne faut pas non plus dire, ah oui, le centre de la parole, c'est, etc. On sait où il est, on l'a identifié, et point terminal. Non, il est possible qu'il y ait autre chose. Comment ça se fait que il y a un effet, comme s'il y avait un effet de réverbération au niveau des ondes sonores, mais il y a aussi comme si finalement les ondes et les choses devenaient autonomes. Comment ça s'autonomise, et comment on pourrait dire que le bruit d'une chose va provoquer l'émergence d'une autre chose. Le son d'une consonne ou le son d'un mot va peut-être appeler. Il y a une association au niveau des bruits, plus l'association au niveau des mots qui sont là, qui viennent ensemble, comme s'ils faisaient partie d'une seule, finalement, comme s'ils étaient alignés les uns derrière les autres, dans une sorte d'enfilade des mots, une sorte de... Voilà, il suffit de tirer sur le premier mot pour que les autres suivent, etc. Voilà, une sorte...
Et là, c'est quelque chose qui nous échappe et qui nous met un peu en difficulté. Il y a un malaise à ce niveau-là. Et quand on voit à quel point on ne contrôle pas ce qu'on dit, etc., etc. Ça se voit énormément au niveau de la parole, parce que la parole, elle y va rapidement. Tandis que l'écrit, lui, il a tendance à dire les choses lentement. C'est vrai, j'ai dit, comme on a reproché à Ongo d'avoir dit les choses totalement plates. C'est vrai, si elle les avait d'abord dites de vive voix, elle se serait rendu compte que là, il y avait quelque chose qui ne va pas. C'est toujours le problème. J'ai rencontré un être, il m'a semblé attirant. Il m'a tout de suite fait grand effet. Cet être, il m'a fasciné. J'ai senti une force, une forme d'attirance à laquelle je ne pouvais pas résister. Voilà ce qu'on a reproché un peu à Ongo, de tenir des phrases toutes passe-partout dans la naissance d'un sentiment amoureux, dans cette histoire de coup de foudre, etc. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et les mots sont toujours les mêmes. J'ai été attiré, ça m'a fait vibrer, j'ai eu le cœur qui battait. On pourrait dire oui, j'ai transpiré. On pourrait ajouter, j'avais le visage en feu, ou j'avais le vagin en feu, ou j'avais le sexe, je sais pas quoi. On pourrait, parce que cela, généralement, quand on parle du sentiment amoureux, on parle pas, on descend pas plus bas que le cœur. À la rigueur, le ventre, mais le ventre c'est réservé plus à l'angoisse et à autre chose, mais on ne descend pas en bas. Alors là, dès qu'on descend en bas, c'est autre chose. Mais on pourrait dire, j'ai senti que je mouillais. Bah, est-ce que c'est aussi automatique, ou alors c'est l'effet d'une ignorance sur le déroulement du désir ou féminin, comment la chose reste pour moi une sorte de monde non exploré, mais j'ai eu affaire à cette humidité, quelquefois assez sidérante, mais je trouve pas le qualificatif. Je dis sidérant, j'étais pas sidéré, mais je reviens sur la position d'observateur. Et le corps féminin, voilà, le corps féminin, c'est pas à un moment, on est toujours l'observateur du corps féminin quand on est un homme, mais en même temps, on est un peu intrigué, puis peut-être un peu flatté, mais on est beaucoup moins flatté qu'intrigué, et on a l'impression qu'on fait une expérience. Vois ce que ta main est en train de faire. Voilà ce que ton doigt, quand il joue avec le clito, on dit jouer, on ne dit pas autre chose. On ne dit pas quand il caresse, on dit qu'il joue, qu'il frotte, qu'il actionne, des choses comme ça. C'est un effet, on dit, il y a un effet purement mécanique. Et puis on voit les tressautements, on voit à un moment donné, bien sûr, il arrive un moment de mon souvenir où la personne m'a empêché de continuer parce qu'elle était arrivée à un état de plaisir qui était pour elle assez extrême, donc il fallait que ça s'arrête. Voilà, paradoxalement, trop de plaisir devient insupportable. Voici donc comment je rapatrie cela et comment j'intègre cela dans le thème de l'éternité. Voilà l'éternité d'un souvenir. Évidemment, on n'a pas toujours l'occasion de le placer. Ah tiens, j'ai un bon mot, et puis une maxime, quelque chose d'extraordinaire, une phrase, je suis content. J'ai eu ma dose de contentement de la journée, j'ai réussi à placer ce mot. Voilà, moi j'ai réussi à placer ce souvenir, même je ne sais pas comment j'ai fait. Mais voilà l'éternité des choses. Et il y a des choses éternelles, présentes éternellement, et des choses qui sont dans l'inéternité. Elles sont quelque part. Elles se sont
elles se sont faites oublier. Voilà une chose qu'on n'oublie pas, même si on ne les évoque pas très souvent, mais il y a des choses comme ça. Alors, on essaie d'apporter une nouvelle interprétation, un nouveau regard, mais voilà, donc... et, alors ce souvenir est prisonnier je sais pas, si je demande à la personne concernée, voudrais-tu que je garde ce souvenir, ou tu voudrais que je l'enlève, ou que je l'efface, peut-être qu'elle serait d'accord pour l'effacer, mais moi, même si je pourrais pas l'effacer. Dans le mystère, un peu de cette aléatoire qui fait que vous vous souvenez de certaines choses et pas d'autres. Voilà, il n'y a pas d'explication. Voilà, éternellement, je suis captif. Voilà, j'utilise un terme que je viens d'extraire d'un zoo. On dit les vivants dans un zoo sont des captifs. Alors j'utilise un captif d'un souvenir et rien d'autre. Il ne faut pas croire qu'on est le maître du souvenir, on est les captifs du souvenir. Bien sûr, dans cette relation entre ce qu'on dit les soigneurs et les êtres et les résidents d'un zoo, bien sûr, on est captif, mais en même temps, ça nous donne quelque chose. On est captif d'un souvenir qui nous est agréable. Là aussi, on ne peut être captif de souvenirs qui nous sont justement d'un autre effet, mais là, on est dans le souvenir relativement agréable. Donc, oui, c'est des êtres captifs, mais en échange, ils sont protégés, ils reçoivent, on satisfait leurs besoins, j'allais dire, primaires. Il y a quand même, ce n'est pas captif, mais ce n'est pas une petite cellule de prison partagée avec des... Quand même, ça comme on dit, évolué. Il y a des améliorations qu'on peut constater et c'est pas rien. Alors donc, alors que moi captif avec un souvenir, ce qu'il me donne est assez léger, parce qu'à côté j'ai rien. Depuis plus de 20 ans, j'ai rien. Alors je dois vivre sur des agréabilités d'il y a très longtemps. Car au-delà de 20 ans, la chose devrait ne plus devenir effective. Là, 20 ans, 30 ans, ce souvenir-là, il date de 30 ans ou plus. C'est énorme, c'est extraordinairement long. Comment tu fais pour... justement, c'est l'éternité mystérieuse, voilà. Donc l'éternité, visa pour l'éternité, c'est à voir. C'est bon. Je demande à réfléchir, voilà. Visa de combien? De 3 mois. Bon. Allons-y pour 3 mois. Je pense que c'est assez. Pour un premier, c'est assez. Pour un premier séjour, après, bon, je peux toujours demander un autre visa, mais j'aimerais aller voir. Mais en attendant, je fais des stages, je me prépare. En attendant, j'apprends le langage de l'éternité. En attendant, je me renseigne sur l'éternité. Qu'est-ce que je vais y trouver? Qu'est-ce que ça va me coûter, etc., etc. Faut-il que je sois accompagné ou pas? Faut-il quels sont un peu les comportements que je dois observer, enfin les attitudes? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un code de conduite quand on est en présence de l'éternité, etc., etc. Si donc un petit moment comme ça, en passant, et on fait que passer, apparemment c'est une certitude, et on fait que remplir le vide avec de la résonance, simplement, ça résonne. Pendant un moment, l'espace semble vivre, semble s'animer de nos mots, et après, bon, on revient vers le silence, on revient vers la taisance.